Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement organiser ou commencer un peu une nouvelle série sur ce qui pourrait peut-être se qualifier d'histoire de France ou l'histoire de la France. Faut l'appeler un peu comme on veut, mais bref. Le but c'est d'essayer de s'instruire, que ce soit vous instruire ou même moi, car j'aime beaucoup l'histoire et il y a beaucoup de choses évidemment que je ne connais pas. Et pour ça, j'essaye de me renseigner un maximum. Je sais pas si l'objectif c'est vraiment d'aller dans des gros détails ou de survoler un peu l'idée, mais j'ai envie d'établir l'histoire comme une sorte de comment dire, de quelque chose qui peut apporter des réflexions assez fines politiquement ou socialement, parce que c'est comme ça qu'elle est intéressante. Voilà. Alors, l'histoire de France, je la commence par les Mérovingiens, donc les premiers rois de France, la première dynastie peut-être française. Tout simplement parce qu'avant, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment débat sur le fait que la France existe ou pas, si on remonte vraiment avant et qu'on arrive donc dans la préhistoire, etc. Je pense que peu de personnes concéderont que le territoire français tel qu'on le connaît actuellement est un héritage de ce territoire préhistorique, issu de la Pangée, etc., etc. Et puis même après, lors de la dérive des continents, est-ce qu'il y a vraiment une unité sous le sol français? Je ne pense pas. Si on avance un tout petit peu dans l'histoire et qu'on se retrouve dans l'Antiquité par exemple, on a une période qui donc s'étend aussi d'une manière assez large, mais qui n'est pas dominée par une population. En France, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'unification, tout comme il n'y a pas de langue unique. Les premiers signes peut-être d'unification qu'on pourrait croire sont alors lors des invasions romaines, où la province gauloise est tout simplement créée, entre guillemets. J'ai des doutes. Est-ce qu'on appelle la Gaule? Il me semble que oui, quand même. Bref, c'est ce que la. Enfin bref. On a les Romains qui donc. On va pas refaire l'histoire, mais César a envahi ce territoire et a conquéri ce territoire. Avec quelques difficultés, certes, mais on ne peut pas dire pour autant que les Gaulois donc étaient unifiés. Ça n'a pas trop de sens. Après, quand on arrive sur la dérive de l'Antiquité et donc la dérive de l'Empire romain, car l'Antiquité, en tout cas sur sa fin, est très liée à l'Empire romain, je suis pas sûr qu'on puisse parler encore une fois d'unité française. Donc vous avez à la fin de l'Empire romain des Romains, l'Empire romain qui fait des appels d'offres entre guillemets à tous les barbares pour qui veut bien servir de police plus ou moins dans un peu toutes les contrées. Et vous avez une grosse perte de puissance du pouvoir central, ce qui fait que vous avez déjà une division du pouvoir entre Rome et Constantinople. Donc voilà, vous avez tout ça, ce qui amène à l'apogée ou l'évolution de certaines populations, donc les populations franques en l'occurrence. Alors en réalité, c'est parce qu'il y a plusieurs rois français en fait, plusieurs rois francs, plusieurs rois de tribus, c'est des tribus. Donc à ce moment-là, et vous en avez plusieurs évidemment. Toutes ces tribus qui donc occupent à peu près tout le territoire celtique ou germano-celtique et donc francophone, qui n'est absolument pas francophone à l'époque. Et d'ailleurs francophone est sans doute une belle erreur, donc on va tout simplement dire le territoire gaulois. Donc vous avez beaucoup de tribus à ce moment-là, jusqu'à ce qu'évidemment il y en ait un qui se démarque un petit peu par un certain charisme, il faut bien le dire. La plupart des historiens s'accordent sur ça. Vous avez ce roi, donc ce roi des Francaliens, qui a pour prénom Clovis. Alors, Clovis c'est quelqu'un de très important évidemment dans la France, mais finalement dans tout ce qui est ce territoire-là,
vous avez ce personnage qui est un roi, entre guillemets, parmi d'autres, et qui devient un peu le roi unique, de par notamment, évidemment, des enjeux de puissance charismatique. Alors, donc les Francs-Saliens sont d'abord des personnes qui sont régies par les lois romaines, en fait, sont régies non pas par les lois romaines, mais par des appels d'offres romains, c'est un peu ce que je disais. Donc, la dynastie mérovingienne en particulier descendrait de Mérové. Alors, Mérové, c'est une personne presque semi-mythique, dont tout le monde questionne tout simplement l'existence, dans le sens où chronologiquement ça n'a pas beaucoup de sens, tout simplement qu'il y ait quelqu'un qui vive entre son père, son fils, etc. Mérové est très critiqué, mais c'est une figure semi-légendaire, quelqu'un qui se dit de haute lignée en fait. Tout simplement, son petit-fils serait donc Clovis, et Clovis imprègne de son histoire celle de son grand-père, qui est donc quelqu'un de mythique. Voilà, alors, donc les Francs-Saliens sont issus de, encore une fois, ce consensus romano-germanique qui leur permet, du moins, de combattre aux côtés de Rome d'abord dans les premières années. On est ici dans les années 450 évidemment, où Rome va combattre côte à côte contre les invasions donc des Huns par exemple. On arrive sur Clovis maintenant, Clovis qui devient roi des Francs, Saliens en l'occurrence, en 481. Et donc son rôle est d'abord effectivement de dépendre, agrandir ce qu'il a de territoire en tant que mérovingien, et sachant qu'il est reconnu un petit peu par Rome, donc il s'élargit d'abord, on est sur la Belgique, environ dans l'Allemagne du Nord. Il se permet alors d'unifier toutes les tribus franques sous un seul et même régime. Voilà. Alors, l'histoire de France, comme on peut essayer de l'entendre de nos jours, est une histoire qui commence vers l'an 496. Alors ça dépend selon les historiens, etc. Ça pourrait être un petit peu plus tard, vers 505 par exemple. C'est alors le baptême de Clovis, le premier roi dit barbare, à se convertir au christianisme, et qui prend alors pour nom Clovis, roi des Francs. Sacralisé à l'emplacement de l'actuelle église de Reims, bon, vous voyez qu'il est déjà il est déjà considéré comme roi par ses pairs, mais donc ça prend quelque chose d'un peu plus officiel. Il est sacralisé à l'emplacement de l'actuelle église de Reims, même si rien n'est certain, au vu de peu de sources de l'époque, avec une spéciale dédicace bien sûr à Grégoire de Tours, qui est sans doute le rédacteur d'un maximum d'articles, tout simplement. Ça peut être l'homme que l'on considère comme une sorte de père de la nation, même si ça n'a vraiment pas de sens à l'époque, donc de la France. Alors, qu'est-ce qui est important en fait dans la christianisation de ceci ? Alors la christianisation d'un roi barbare, ça permet en fait l'unité vraiment sous une même bannière et une reconnaissance de l'empire, donc en l'occurrence byzantin ici, qui est une entité donc de l'église très connue à ce moment-ci. Vous avez plusieurs églises avec un grand E très reconnu à l'époque, alors que maintenant vous n'avez que celle de Rome, mais à l'époque vous avez celle de Rome effectivement, qui est quand même un certain palmarès, même si elle n'est pas si puissante que ça en réalité, notamment au vu du déclin de Rome. Mais vous avez plusieurs églises à Constantinople, ou il me semble même à Alexandrie, et etc. Vous avez environ 3 à 4 grandes églises, grands évêchés, qui ont un pouvoir très très certain sur l'église. Alors, l'Empire byzantin va même jusqu'à justifier la souveraineté des anciens romains, des anciens états romains, donc en la présence du royaume de Bretagne et des Francs et du Saint-Empire germanique un peu plus tard.
Vous avez donc un roi franc qui gouverne, entre guillemets, pour l'Empire byzantin, même si en réalité, il y a une totale indépendance entre les deux. Ainsi, si dans les faits Clovis est indépendant, il est d'une manière spirituelle et sociale une main de l'Empire byzantin, presque comme si Clovis devait des comptes à celui-ci. Clovis établit son royaume chrétien et unifié, qui ne fait que s'agrandir au cours du VIe siècle, jusqu'à doubler de sa superficie initiale chez Clovis. La loi s'appliquant au décès de celui-ci, le royaume de Francie est confié à son fils Clotaire, mais le royaume est séparé avec 3 autres de ses frères, malgré le fait que le territoire est considéré comme une unité politiquement unifiée. Ça c'est très intéressant, en fait vous avez, de par la loi salique instaurée par donc les Francs-Saliens, et notamment Clovis, un ensemble de règles qui permet de plutôt d'unifier la justice de l'époque, non pas de la ratifier, mais vous avez une mise en place d'amendes pour des crimes, une mise en place d'un héritage relativement clair, qui en réalité se trouve être un désastre politique, si on parle de stabilité politique d'un royaume du moins, parce que vous allez donner effectivement votre empire à votre fils, mais qui sera séparé aussi avec ses frères. Bon, et vous avez un statut de la femme assez intéressant à ce moment-là. On en reviendra peut-être légèrement plus tard. Mais les Mérovingiens ont un statut de la femme qui est presque, et c'est entre guillemets assez révélateur de l'époque, mais très proche de celui de l'homme. Et c'est tant mieux bien sûr, mais comme quoi, on ne sait pas toujours. Bref, après c'est vrai que tout ça c'est un sujet très épineux, mais il faut savoir que la place des femmes à l'époque mérovingienne était très très importante, en tout cas. Donc vous avez donc cette séparation entre ses fils. Bon, il faut savoir que la première entre guillemets passation de pouvoir se passe plutôt bien, malgré tout, mais le royaume après va se perdre dans des guerres très fratricides entre par exemple Chilpéric et Sigebert, qui sont les fils de ceux-ci bien sûr, le fils de Clotaire donc, qui eux vont déchirer complètement le royaume. Et ça va être là un peu le début des débandades. Vous avez après une période assez inintéressante et assez bâtarde, dans le sens où c'est sanguin, tout simplement. Vous avez des passations de pouvoir à tout va, avec une succession de rois sans queue ni tête, sans aucune unité tout simplement. Donc c'est assez contraignant de parler de cette époque, tout simplement. Et il n'y a tout simplement pas grand chose à dire avec le peu de sources qu'on a. C'est ça la vérité. Donc vous avez hop là. Vous avez donc Clotaire qui décède et qui laisse place à Sigebert et Chilpéric notamment. Ceux-ci sont mariés à des princesses visigothes. Donc on peut notamment compter Brunehaut, très connu bien sûr, et Chilpéric qui avait épousé sa sœur. Vous avez donc ce Sigebert et Brunehaut qui vont tout simplement faire une bataille à mort entre Sigebert, donc entre Chilpéric, et tout simplement parce que Chilpéric a tué sa femme, donc la sœur de Brunehaut. C'est une guerre qui dure 3 ans, une guerre civile donc qui dure 3 ans. On est vers la fin du VIe siècle bien sûr. Vous avez Sigebert qui est sur le point de gagner, sauf qu'il est assassiné probablement par la fameuse reine Frédégonde.
Donc effectivement, vous avez ici deux places très importantes de la femme en fait. Vous avez Bruno qui est excessivement importante, ainsi que Frédégonde, mais bon. Toute cette période prend fin donc à la mort de Sigebert. Et voilà. En fait, vous avez une succession d'assassinats, donc si on a vu que Sigebert s'est déjà fait assassiner, vous avez après Chilpéric qui se fait assassiner aussi. Il faut savoir qu'il y avait un troisième frère qui était peu influent dans le conflit, donc qui s'appelle Gontran, qui donc offre des protections et de stabilité politique tout simplement au fils de ses frères. Si bien que Gontran, qui était vraiment pas censé gouverner, a finalement été le seul roi mérovingien à gouverner toute la France, pour ses neveux pourtant. Et puis une fois que l'oncle est mort, les fils ont repris la guerre tout simplement. Et cette série de guerres civiles, elle est encore alimentée par Bruno et Frédégonde, donc qui se battent toujours tout simplement pour l'assassinat de la sœur de Frédégonde qui s'appelait Galswint. Bon voilà, tout ça va continuer, si bien que vous allez avoir une progression vers la chute de la puissance d'un roi mérovingien. Le statut commence à perdre de sa valeur tout simplement. Alors que vous avez Dagobert Ier qui va considérer comme celui avec l'apogée de cette puissance mérovingienne, c'est-à-dire qu'avec Clovis vous avez un royaume déjà assez conséquent bien sûr, mais qui est légèrement petit par rapport à ce que après ça peut être. Vous avez donc une expansion de ce royaume, puis une division de ce royaume en plusieurs états. Ces plusieurs états vont donc se battre, c'est ce qu'on appelle une guerre civile tout simplement. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment vous allez avoir donc le fils de Clotaire II, Dagobert Ier, qui va réunifier un peu le tout, et ça va être un peu l'un des seuls stops à la barbarie et donc à l'apogée. Cette période est considérée comme l'apogée de la puissance mérovingienne et une période de paix et de prospérité pour les royaumes francs. Et tout ça, ça a été grâce à donc un agenouillement global de la royauté envers l'aristocratie qui prend de plus en plus de place. Alors ce qu'on entend par aristocratie, c'est des seigneurs tout simplement. Vous savez, ces personnes très influentes qui ont sans doute de l'argent et qui peuvent se permettre d'influencer un peu tout le monde. Donc ainsi vous allez avoir une perte de puissance, une perte de votre embrayage, et ça va découler sur une période appelée les rois fainéants. C'est une période d'à peu près d'un siècle. C'est le dernier siècle du règne des Mérovingiens, d'environ 639 à 751 donc. Vous allez avoir des Mérovingiens qui vont donc se succéder, des rois qui vont se succéder, qui n'auront à la fois aucune influence parce qu'ils n'auront pas le plaisir de diriger les affaires, qui sont dirigés par les maires de palais, donc des aristocrates très très influents, dont un certain Charles Martel par exemple, qui aura bientôt fait de mettre sa famille au pouvoir. Bref, c'est pas le sujet, mais vous avez donc ces rois qui se succèdent et qui ne sont que des figures de proue tout simplement. C'est-à-dire qu'être un mérovingien, en fait, c'est un petit peu comme si on était sur la reine d'Angleterre, ou en l'occurrence maintenant le roi. Vous avez ce roi qui fait office de figure, mais qui est quand même important. Je veux dire, vous en parlez peut-être à un Anglais, il va tout simplement le connaître et le reconnaître, c'est ça le plus important. Mais il sait aussi qu'il n'a pas de pouvoir. C'est un peu ce qui se passe tout simplement chez les Mérovingiens. Vous avez ces rois, cette dynastie sans pouvoir, à cause des héritages qui ont brillé dans des guerres civiles sans queue ni tête.
si bien que vous avez des rois effectivement insignifiants. Le fait qu'un maire de palais mette son fils sur le trône, c'est pas quelque chose de récent entre guillemets pour Charles Martel. Vous en avez plusieurs qui sont tentés, notamment le maire du palais d'Austrasie appelé Grimoald, c'était son prénom, qui tente de faire monter son propre fils sur le trône. Pour cela, il rasa le fils de Sigebert III, décédé en 656. Donc il va même l'exiler, etc. Et il va couronner son fils. Mais non, attention, parce que les Mérovingiens, ça existe encore. Et effectivement, on les respecte un petit peu. Donc Grimoald et le fils vont se faire capturer et tout simplement exécuter. Tout simplement. C'est-à-dire que vous avez ce pouvoir en fait, mérovingien, qu'on sait inutile. Mais on veut quand même notre roi mérovingien, on le veut. Il s'est donc pris légèrement trop tôt. Vous avez donc en 751 le dernier roi mérovingien Childéric III, qui fut déposé par le fils de Charles Martel, Pépin le Bref. Pépin s'empéra du trône et devint le premier roi carolingien des Francs. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'arrête. Alors, j'ai envie de la résumer rapidement, cette période. Vous avez une période où il faut une unité politique tout simplement, et cette unité, c'est Clovis qui va venir la trouver sous le christianisme. Et mine de rien, ça marche, parce qu'en réalité, vous avez un pays uni par le christianisme, quoi qu'en disent les prochaines années, les prochaines décennies, et puis les prochains siècles. D'ailleurs, on voit bien que les moments où la France a connu des périodes très très dures, c'est quand on n'était plus unis sous le christianisme tout simplement. Je parle historiquement où vous avez une montée du protestantisme ou d'autres courants tout simplement. Ça n'a jamais été très très bon en réalité pour un pays d'être désunifié d'une manière religieuse. La religion peut avoir bien des défauts, mais elle a souvent cette qualité, mine de rien, d'unir. Alors moi je n'ai pas envie de dénoncer des propos religieux excessivement avancés, mais dans une époque où beaucoup de choses sont incertaines, notamment les sciences, de pouvoir se raccrocher à quelque chose que l'on pense tangible et qui en réalité, si tout le monde le croit, c'est que c'est vrai. Donc c'est tangible, c'est réel, ça existe finalement. Et donc vous avez cette pierre très solide que tout le monde peut aller voir, que tout le monde peut aller chercher ou s'accrocher. Si bien que vous avez des moyens de rencontre, des moyens de partage, parce qu'il y a des valeurs qui sont donc des valeurs que l'on peut penser morales, mais qui sont peut-être en réalité des constructions morales par quelques gens très intelligents. Vous avez nos ancêtres, ces gens peut-être un peu intelligents, fine de rien, même si on a tendance à souvent en douter, qu'ils ont instauré ces idées de partage, de paix, d'amour, d'amitié, et puis peut-être un peu de fierté et de gloire. Mais bref, qu'ils ont mis ces idées-là, ils les ont prises, et ils les ont tout simplement mis dans ce qui existe comme une religion. Et ça permet d'avancer, tout simplement. Alors, oui, la religion n'a rien de parfaite, et surtout elle est souvent très arriérée, mais c'est parce que c'est quelque chose qui a été prévu pour être finalement fidèle à son époque et fidèle à ce que les gens pouvaient aussi entre guillemets compromettre, comme en fait la religion est sans doute issue d'un compromis en réalité. Alors maintenant que le compromis on le décale un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre, forcément elle perd peut-être un peu de son sens, tout simplement. Donc vous avez ces mérovingiens qui ont d'abord un pouvoir très fort, mais qui n'ont pas été parfaits dans leurs lois, notamment sans doute cette loi salique sur l'héritage qui divise le pays d'une manière équitable. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que l'équité plutôt politique, l'égalité politique. Attention à la terminaison ici, je suis pas sûr d'avoir le bon terme. Mais bref, l'égalité politique, disons, en héritage n'a pas beaucoup de sens et ne conduit pas à la stabilité. Même si elle est injuste, il y a peut-être une certaine part justifiée
dans la stabilité politique tout simplement. Voilà, et puis vous avez donc une montée au pouvoir de certaines personnes qui n'ont pas le pouvoir tout simplement, qui sont donc les aristocrates mais qui n'ont pas le pouvoir mais qui l'ont. C'est assez compliqué à apprendre je pense, mais bref, tout le monde sait à peu près ce que ça vaut de prendre le pouvoir j'imagine, dans le sens où je pense que tout le monde sait un peu entre guillemets comment manipuler, ou c'est que la manipulation existe, et c'est tout simplement ce qu'on appelle de la manipulation, on ne peut plus clair. Vous avez donc ces personnes qui montent progressivement au pouvoir, notamment grâce à des erreurs mérovingiennes, qui se sentent, enfin les mérovingiens pardon, qui se sentent peut-être un peu intouchables, jusqu'à déposer leurs pions en guerre civile, si bien que une fois tous leurs pions joués, il n'y en a plus pour défendre le trône. Enfin bon, ça ne va pas être plus mal, même si les Carolingiens, rien n'est parfait, on le sait bien. Et même beaucoup de défauts mérovingiens resteront un peu carolingiens, on va dire. Et puis il y aura après des défauts, bien sûr, hein, c'est pas la question, mais bon, bref. Vous avez un système politique qui est très faillible à ce moment-là, et qui va continuer à l'être un tout petit peu. Voilà. Donc je pense que le prochain, ça va effectivement parler sur un peu Charlemagne et tout ça, les Carolingiens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bisous bisous.